Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de faire cette émission sur un sujet, je sais qu'il va vous plaire puisque ça concerne l'IFI, ces trois lettres qui peuvent vous faire frémir si vous avez envie ou si vous avez déjà investi dans l'immobilier. On va parler de l'impôt sur la fortune immobilière avec mon invité juste après cette courte vidéo. C'est parti. Est-ce qu'on arrive à faire un petit bilan, justement, même s'il n'est pas complet, de ces 3 ans d'existence de l'IFI? Alors oui, on a un petit bilan. On est passé en 2017, 360 000 redevables pour un ISF qui rapportait 4 milliards d'euros. Et puis on est passé à 130 000 redevables en 2018 avec l'IFI, pour un IFI qui a rapporté grosso modo 1,2 milliard, 1,3 milliard en 2018. Alors qu'en 2019, on a augmenté de presque 10 000 contribuables. Le nombre de redevables. On est passé à plus de 139 000 pour un IFI qui a rapporté plus que prévu à 2,1 milliards, là où les pouvoirs publics l'attendaient à 1,5 milliard à peu près. Et ça, c'est clairement l'effet de l'augmentation de la valeur immobilière. Hein. Ça, c'est un impact direct. Le profil type du contribuable, il a 68 ans. Il a versé en gros 10 000 euros d'impôts et il a un patrimoine net taxable de 2,4 millions d'euros. Voilà, ça c'est un peu le profil type du redevable IFI. Et je vous retrouve en plateau. Si vous nous suivez sur YouTube, un grand merci. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Ça va vous permettre d'être alerté en temps réel des prochaines émissions. Un grand merci parce que vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous écouter sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas également à vous abonner pour être alerté lors des prochaines émissions. Je vais donner la parole à mon invité, Yasmina Brasseur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur patrimonial senior chez Bred Banque Privée. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et un grand merci d'avoir joué le jeu parce qu'on vous a préparé une étude de cas qu'on va voir ensemble. On va prendre cette étude de cas, un couple avec 2 enfants qui n'a plus de dette, qui a acheté un patrimoine immobilier d'une valeur totale d'environ 2 millions d'euros. Et puis on va chercher ensemble et analyser ensemble les pistes d'amélioration, d'optimisation pour réduire la facture. Vous allez pouvoir nous présenter cette étude de cas. Est-ce qu'on peut commencer par la première étude de cas, pas de dette et 2 millions d'euros de patrimoine? Alors donc, pour rappel, l'impôt sur la fortune immobilière, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que c'est? Ça a remplacé l'ISF. Exactement. Et très souvent, on entend encore beaucoup parler de l'ISF alors que ça n'existe plus. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez recadrer ça pour nos téléspectateurs? Exactement. Alors, l'impôt sur la fortune immobilière, donc, comme le nom le précise, l'assiette, c'est tous les biens immobiliers. Donc, on inclut la résidence principale, comme pour l'ISF, tous les biens locatifs, la résidence secondaire, tout ce que vous détenez indirectement via des sociétés. Donc, vous avez les parts de SCI, les parts de SCPI, les OPCI, voilà, tous ces biens immobiliers dématérialisés, qu'on appelle pierre-papier. Donc, ça rentre dans votre assiette IFI. Et comme pour l'ISF, vous avez toujours l'abattement de 30% sur la résidence principale, vous avez toujours l'exonération sur les bois et forêts de 75%, vous avez aussi l'exonération sous condition pour tout ce qui est domaine viticole, etc. Donc ça, on a maintenu le même cadre. Donc, principale différence, c'était que dans l'ISF, il y avait également le patrimoine financier. Exactement, et biens de luxe ou éléments de luxe, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque globalement, la transition ISF-IFI, l'assiette c'est réduite. Exactement. Donc déjà, c'est une première bonne nouvelle pour tous ceux qui ont la chance de payer anciennement l'ISF ou l'IFI. Ensuite, donc, on va se concentrer sur l'IFI. Donc, entre guillemets, tout rentre en ligne de compte. Tout ce qui est immobilier. Immobilier physique, immobilier papier. Et il y a certains abattements, effectivement, qui rentrent en ligne de compte. Et c'est les pistes d'optimisation qu'on va pouvoir, effectivement, voir ensemble. Exactement. Et on exclut, bien sûr, les biens professionnels. Tout ce qui est affecté à votre exploitation n'entre pas dans l'IFI. Donc, voilà. Pareil comme pour l'ISF. Dans notre cas, on a notre couple marié. Ils n'ont plus de dettes. Ils n'ont pas forcément envie de faire du passif parce qu'avoir un emprunt en termes de charges financières, voire même de charges mentales, on n'en veut plus. Ils acquièrent un bien immobilier en cash, en 100% avec leur disponibilité, leur liquidité, de 2 millions. Déjà, premier réflexe, ou la diversification patrimoniale. Important d'avoir un peu de liquidité. Donc, au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, l'impact fiscal, il est de combien? Il n'y a pas de passif déductible. On est tout de suite à un montant de 7 348 €. Oui, donc le calcul est vite fait. Vous le voyez à l'écran, ça marche par tranche, comme l'impôt sur le revenu,
avec bien évidemment des montants différents, une imposition différente, mais le montant total de la facture s'élèvera à 7 348 € exactement sur ce couple. Alors, la question que tout le monde se pose, puisque ceux qui nous regardent, qui sont concernés, ou ceux qui seront concernés parce qu'ils ont beaucoup investi, ou ceux qui souhaitent être concernés parce que ce serait une bonne nouvelle, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour réduire cette facture ? Alors déjà, peut-être créer du passif. Alors on sait, hein, les clients, quand ils ont eu du passif qu'ils l'ont remboursé, ils n'ont pas forcément envie de refaire de l'emprunt. Mais si, voilà, aujourd'hui les taux sont bas, donc c'est un peu dommage de se passer du prêt. Donc déjà constitué du passif déductible. Alors après, passif déductible, par rapport à l'ISF, il y a eu quelques modifications quand même. Donc déjà, au niveau des dettes admises en déduction, c'est forcément les dépenses pour l'acquisition, l'entretien, la réparation, l'agrandissement, la construction, etc. Uniquement travaux ces dettes-là. de rénovation aussi, tout ce qui est lié aux biens immobiliers. Exactement. Dettes, bien sûr, sur des biens imposables, hein, sur des dettes, sur des biens exonérés, vous ne pouvez pas les déduire. Donc là, dans notre cas, s'ils avaient fait, par exemple, un montant, un prêt in fine d'1,8 million €, alors pareil, même sujet, prêt in fine, pour tous ceux qui connaissent l'immobilier, ça va leur parler. Ceux qui nous découvrent, est-ce que vous pouvez leur expliquer ce que c'est ? Oui, alors le prêt in fine, c'est que du coup, vous remboursez uniquement les intérêts tous les mois. Le capital, in fine, comme le terme le dit, c'est au terme de l'emprunt. Voilà. Donc là, dans notre cas pratique, on va recommander au client de faire un emprunt. Bon, on lui recommande 1,8 million, hein, mais après, les montants, c'est en fonction quand même du taux d'endettement, etc., la situation personnelle. Mais là, pour faciliter les calculs, on s'est dit, vous allez emprunter 1,8 million en passif. La première année, vous avez 0. D'accord. Petite subtilité par rapport au passif déductible, c'est que au niveau de la nature du prêt, donc les prêts amortissables, les prêts in fine sont bien sûr déductibles. Prêt in fine, lorsqu'on était à l'ISF, c'était toujours le même montant qu'on mettait en passif. Oui. Alors que là, avec l'IFI, on va devoir créer un amortissement théorique et chaque année, vous allez du coup réduire le montant du passif déductible, même si en fin de compte, tous les ans, vous avez le même montant. Effectivement. Donc là, j'ai fait l'exercice pour 3 années. Première année, vous êtes à 0. La 7e année, vous allez payer 3 620 €. Et au terme de l'emprunt, alors je n'ai pas précisé la durée, mais on va dire 10 ans. Au terme des 10 ans, vous retrouvez les 7 348 €, à la condition que l'IFI existera dans 10 ans. Donc là, c'est déjà énorme ce que vous nous dites, puisque une des grandes pistes, c'est de créer du passif, c'est-à-dire de créer de la dette, puisque ça va venir en déduction directe et que c'est ça qui va vous permettre de réduire le montant. On le voit dans votre exemple, c'est quand même colossal parce que 7 348 €, on le précise pour ceux qui découvrent ce sujet-là, c'est par an. Donc là, bien évidemment, 0 € la première année. 3 600 € la 7e, c'est progressif ou de la 2e à la 7e, notre contribuable va continuer à payer 0 ? Non, en effet, c'est progressif. Là, j'ai pas mis les 10 ans, mais bien sûr, ça va venir augmenter, mais ça va être faible. Ouais. Vous avez, premier cas, si vous avez payé 7 348 tous les ans pendant 10 ans, dans l'autre cas, avec le passif déductible, vous allez monter progressivement, mais la facture est nettement moins élevée. Donc c'est pour ça, créer du passif, bien sûr, dans des conditions raisonnables, dans des conditions, on tient compte quand même du taux d'endettement, etc. Donc si vous pouvez, allez-y, créez du passif. Et c'est très important de le dire, deux précisions, c'est effectivement celle-ci. Souvent, je discute avec des investisseurs qui, quelquefois, ont un peu la phobie du crédit parce qu'ils ont envie de se coucher et de se dire psychologiquement, je suis propriétaire. C'est ce que vous expliquiez précédemment avec quelqu'un qui était devenu pleinement propriétaire et qui est plutôt réfractaire au fait de refaire ici de la dette parce qu'on préfère s'endormir le soir en se disant qu'on est propriétaire. Je pense qu'il faut passer aussi dans un mindset et une mentalité d'investisseur qui est de dire je vais essayer d'optimiser au maximum mon parc immobilier et la pression fiscale et pas forcément de vouloir psychologiquement se coucher le plus content possible. Donc c'est vraiment déjà cette première axe qu'il faut avoir en tête et c'est le même principe pour tous ceux qui veulent des fois mettre un petit peu trop d'apport parce qu'ils veulent potentiellement forcer un petit peu ce qu'on appelle le cash flow positif, le fait d'encaisser beaucoup plus que ce qu'on va rembourser, mais ce sera demain au détriment de l'IFI. Donc voilà, il y a vraiment ces deux aspects à rentrer en ligne de compte. Et idem, bien avoir en tête que le passif devient déductible, puisque si j'achète un immeuble à 1 million €, 2 millions € et que je l'adosse à de la dette, je suis hors IFI, puisque c'est aussi une des erreurs qu'on peut entendre de penser que quand on dépasse 1,3 million de patrimoine, puisque c'est seuil directement, je vais être imposé. Alors, il y a une subtilité, je voudrais que vous puissiez nous l'expliquer, parce qu'on dit on commence à payer à partir d'1,3 million.
Et pour autant, quand j'ai 1,3 million, et vous allez m'expliquer, je paye à partir de 800 000. Est-ce que vous pouvez réexpliquer aux téléspectateurs ? En effet, parce que le barème de l'impôt sur la fortune immobilière, donc le seuil, c'est 1,3 million d'actifs nets. Et à partir du moment où vous accédez à ce seuil, au niveau du barème, le calcul de l'impôt, il se fait à partir de 800 000. Donc, lorsqu'on voit le barème, donc jusqu'à 800 000, vous êtes à 0. Et entre 800 000 et 1,3 million, vous êtes à 0,50%. Donc, c'est la petite subtilité au niveau du barème qu'il faut avoir en tête. C'est que, voilà, 1,3 million, tout de suite, vous avez une imposition à partir de 800 000. Voilà, donc je pense que vous avez compris, mais effectivement, quand vous arrivez à 1,3 million, il y a une partie qui est rétroactive ensuite, sur laquelle vous allez être imposé de 800 000 à 1,3 million, mais il faut d'abord avoir atteint ce premier palier à 1,3 million. Est-ce qu'on a d'autres pistes à donner à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, pour réduire cette pression fiscale ? Oui, alors donc en dehors du passif, et d'ailleurs je vais revenir sur le passif, parce que donc l'important c'est que ce soit des biens imposables, la nature de la dépense, donc acquisition, réparation, etc. Et on entend souvent la possibilité de faire du refinancement hypothécaire. Attention, l'objet du prêt n'est pas de l'acquisition, c'est du refinancement hypothécaire, donc ce n'est pas déductible. Donc voilà, au niveau du passif déductible, avant de faire certaines opérations, réfléchissez aussi au niveau de l'IFI. Après, toutes vos opérations, il y a aussi d'autres impératifs que l'impact fiscal, mais ayez en tête que certaines opérations ne vous permettront pas forcément de faire de la déduction au titre du passif. Donc ça, vous voulez dire, c'est les exclusions. Finalement, je suis propriétaire, je fais ce qu'on appelle un refinancement, ça ne rentre pas en ligne de compte. Oui. On va voir les pistes d'optimisation et puis on verra les exclusions. Oui. Alors au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, vous avez deux pistes, ou deux méthodes pour réduire l'impôt. Soit vous agissez sur l'assiette, soit vous agissez sur le montant. Oui. Alors sur l'assiette, donc on avait dit tout à l'heure, c'est tous les biens immobiliers. Donc première piste, c'est peut-être arbitrer vers des avoirs financiers qui, eux, n'entrent pas dans l'assiette de l'IFI. Et surtout, c'est quand même en termes de diversification patrimoniale, c'est bien d'avoir de l'immobilier, mais avoir que de l'immobilier. Donc, il y a l'impact IFI, il y a l'impact illiquidité. Donc, vous avez un besoin de liquidité, ça va peut-être vendre dans la précipitation un bien. Donc, déjà, ça peut aussi répondre non seulement donc, à réduire l'impact fiscal de l'IFI, mais aussi à rendre un peu plus liquide votre patrimoine. Donc, arbitrer vers des actifs non imposables. Et ça, de toute manière, dans une logique de diversification, c'est bien évidemment sain. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on nous avait prédit, que finalement, en disant l'IFI a tué l'ISF, finalement, tous les avoirs financiers ne rentrent plus en ligne de compte, donc une partie importante des investisseurs vont se reporter sur les placements financiers. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté, parce qu'on est dans un marché immobilier, on a un marché immobilier qui explose, qui ces dernières années a été en augmentation perpétuelle, et on n'a pas vu de fuite finalement, alors que la fiscalité, la pression fiscale était portée sur l'immobilier et moins sur les placements financiers. Qu'est-ce que vous avez constaté au sein de la BRED ? Est-ce qu'on a eu un départ ? En effet, on s'était posé la question avec l'instauration de l'IFI, on va avoir une vente massive de biens immobiliers. C'est pas vraiment le cas. Parce que vous voulez, le français est quand même très attaché. Oui, il aime la pierre. Aime la pierre, c'est rassurant. La bourse, ça fait peur. Les marchés financiers, ça fait peur. Le private equity, ça peut faire peur. Mais bon, dans une logique de diversification, c'est bien d'avoir quand même chacune de ces catégories. Donc non, on n'a pas une vente massive d'immobilier. Donc la première piste, en effet, c'est s'orienter vers éventuellement des actifs financiers. Autre piste, c'est peut-être de s'orienter vers des actifs immobiliers bénéficiant de certaines exonérations, comme les bois et forêts ou des domaines viticoles. Donc ça, c'est une autre piste. D'accord. Après, toujours sur l'assiette, c'est éventuellement de donner des biens immobiliers à vos enfants ou de donner l'usufruit, parce qu'il faut savoir que lorsque vous êtes usufruitier d'un bien immobilier, vous déclarez à l'IFI pour la pleine propriété. Donc ça, c'est un sujet technique, c'est hyper important. Est-ce qu'on peut prendre une petite minute pour l'expliquer à ceux qui ne seraient pas forcément experts, à la fois la notion d'usufruit, de nue propriété, et la notion ici, rapidement, mais de donation, qu'est-ce qui est exclu ou pas de l'IFI ? Exactement. Alors, au niveau du droit de propriété, vous avez plusieurs droits. Donc vous avez le droit de jouir le bien, donc c'est-à-dire par exemple, pour un appartement d'y habiter ou de le louer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la jouissance. Et puis il y a le droit de disposer, ce qu'on appelle la nue propriété. Le tout fait la pleine propriété. Usufruit plus nue propriété. Vous avez la possibilité de démembrer ces différents droits, de donner l'usufruit, de donner la nue propriété. Et pour l'IFI, comme vous êtes redevable de la pleine propriété lorsque vous avez l'usufruit, la question peut se poser de donner l'usufruit temporairement.
deux pistes. Donner à un enfant majeur qui est dans le besoin, donc un jeune étudiant qui a besoin de se loger pendant ses 5 années d'études, vous pouvez donner temporairement l'usufruit du bien. Ça sort de votre actif. Vous pouvez donner temporairement aussi à une fondation. C'est des choses, du coup, qui peuvent se faire. Une donation n'est pas redevable de droit de donation. L'enfant, lui, sera redevable de droit de donation. Et donc là, je vais réduire mon assiette. Et là, vous réduisez l'assiette. Donc, du coup, il y a moins d'immobilier. Donc, je suis moins taxé. Donc, ça, c'est sur l'assiette. Après, l'autre méthode, c'est d'aller agir sur le montant. Donc, on a ce qu'on appelle le dispositif du plafonnement. La loi, ce qu'elle dit, c'est que vous ne pouvez pas payer plus de 75% d'impôts par rapport à vos revenus. Alors que l'ensemble des impôts, votre impôt sur le revenu, la CEHR, les prélèvements sociaux et l'IFI de l'année N ne doit pas excéder 75% de revenus. Si ça excède, le reliquat vient en déduction de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ça, c'est la première piste. Après, dans le cadre de l'IFI, ce qu'on a pu voir, comme l'assiette est plus réduite, comme les impôts venant déduction, c'est pas forcément tous les impôts, on ne rentre pas la taxe foncière, la taxe d'habitation, le plafonnement est de moins en moins appliqué. Donc si on ne peut pas bénéficier du plafonnement, on peut aller chercher une autre piste qui est de faire des dons. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'ISF, on avait 2 types de réductions. C'était soit investir dans des PME, donc le dispositif ISF PME, puis vous avez une réduction d'impôt, soit faire des dons. Le dispositif ISF PME n'existe plus. En revanche, vous avez toujours la possibilité de faire des dons à des fondations reconnues d'utilité publique. Il y a une certaine liste de fondations. Et là, vous avez une réduction de 75% des dons. Et la réduction est plafonnée à 50 000 €. Donc c'est là où c'est assez puissant, c'est que si vous voulez en plus donner un peu de sens à votre patrimoine, c'est en disant, moi je préfère donner à une fondation auquel j'ai vraiment un attachement, domaine médical, protection des animaux, ce que vous voulez, plutôt que donner au trésor public. Du coup, on a peut-être cette volonté d'aller chercher une fondation, et c'est vraiment dans un esprit philanthropique, et ça permet surtout de réduire l'impact fiscal. Donc ça, annuellement, on peut faire ce type de dons aux œuvres. On a un abattement aussi sur la résidence principale. Oui. Donc ça va être important. Je sais que certains qui nous regardent ont aussi des montages en résidence principale en société. Est-ce que ça rentre en ligne de compte ou pas? Est-ce qu'il faut forcément que la résidence principale soit détenue en direct, puisque ça va permettre aussi d'agir sur l'assiette? Tout à fait. Donc lorsque vous êtes propriétaire de la résidence principale, vous avez un abattement de 30%. D'accord, donc ça c'est plutôt pas mal, ça a été maintenu dans le cadre de l'IFI, donc très bien. Attention, si vous décidez d'acquérir votre résidence principale dans une société civile, vous perdez l'abattement de 30%. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention lorsqu'on décide de créer une société civile sur un bien immobilier. Sur la résidence principale, il y a ce point d'attention. Et autre point d'attention, qu'on ne le dit pas suffisamment, je trouve, c'est que lorsqu'on met la résidence principale dans une société civile et que vous êtes marié, le conjoint survivant perd le droit au logement, qui est un droit qui est issu du mariage. Donc autre chose à avoir en tête, la résidence principale dans une SCI, ce n'est pas forcément judicieux. Donc après, il faut voir en fonction du contexte familial, et pareil, etc. Ça va s'adapter effectivement à chaque situation. Est-ce qu'un des intérêts pour également éviter ou réduire l'IFI, c'est pas finalement, puisqu'on s'adresse à un public d'investisseurs immobiliers, de faire tourner mon parc immobilier? Je vais acheter, j'ai de la dette, si je suis dans un marché où le marché immobilier augmente, je vais pouvoir vendre, prendre une plus-value, continuer effectivement à investir pour refaire du passif. Et finalement, soit je joue avec la frontière de l'IFI, soit je reste tout le temps en dessous, tout en encaissant les plus-values sur des marchés haussiers, ou en encaissant l'amortissement, le remboursement de la dette qui a été effectué par les loyers de la location. Ça peut être une piste. Donc, du coup, vous achetez, vous revendez, etc. Alors après, attention à la qualification de marchand de biens. Donc là, oui, après, si c'est fait à très forte échelle, bien sûr. Exactement, si c'est fait à des effets spéculatifs. Donc après, l'activité de marchand de biens peut être exonérée de l'IFI d'ailleurs. Mais ça, pareil, il faut que ce soit bien encadré. Donc ça peut être une piste, en effet, d'acheter, de vendre. Mais c'est vrai que l'importance, c'est de faire du passif. Si vous pouvez constituer du passif, parce qu'aujourd'hui, en termes de charges déductibles de l'IFI, on n'a pas beaucoup de solutions. Donc, c'est la dette, principalement. C'est la dette, principalement. La dette ou réduire l'assiette, comme on l'a vu. Donc, si vous pouvez emprunter, dans des conditions raisonnables, certes, mais les taux sont bas, donc
peut-être en profiter. Donc n'achetez pas cash, même si vous avez la possibilité de le faire. Mettez l'apport qui est nécessaire pour bien sûr obtenir votre prêt, donner suffisamment de garanties à votre partenaire financier, mais pas forcément trop de manière à ce que vous vous générez du cash flow, parce que ça va permettre potentiellement demain de renforcer votre IFI. Une dernière question, c'est vraiment énormément de conseils et je vous en remercie que vous avez pu donner à nos auditeurs et téléspectateurs. Comment réagissent vos clients au sein de la banque privée sur l'IFI? Est-ce qu'ils étaient contents parce qu'historiquement il y avait l'ISF, donc finalement c'était une bonne nouvelle parce que ça fait jamais plaisir de payer, mais on paye moins? Est-ce que finalement on est résigné ensuite et on dit bon, on paye parce que je peux payer, j'ai un gros patrimoine immobilier, ou est-ce qu'ils cherchent toujours à être finalement un petit peu en dessous de cette frontière-là? Alors, il faut savoir qu'un client est rarement content de payer des impôts. Mais là, il en paye moins depuis qu'à l'IFI. Il en paye un peu moins avec l'IFI. Donc, de manière générale, oui, ils sont quand même prêts à payer l'impôt parce qu'ils sont attachés à leur patrimoine immobilier. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'on n'a pas eu des ventes massives de biens immobiliers parce que parfois, il y a un attachement familial, c'est la demeure de la famille, c'est la résidence secondaire depuis X générations. La résidence principale, c'est important d'être propriétaire quand même en termes de protection. Oui, voilà, ils sont quand même pas réticents à payer son impôt sur la fortune, mais il y a quand même cette volonté d'optimiser, de chercher des pistes d'optimisation. Donc parfois il y a des montages où on dit attention, non, vous n'allez pas pouvoir réduire votre IFI. Oui, là vous allez pouvoir réduire votre IFI. Donc il y a quand même une volonté d'optimisation. Après voilà, comme l'IFI au niveau de la déduction du passif, c'est clairement encadré. On ne peut pas non plus faire beaucoup de choses. Mais voilà, il n'y a pas une volonté massive de se débarrasser de son immobilier. Au contraire, on continue. Et même certains, quand ils vendent un bien immobilier, comme ils ont cet attachement à la pierre, ils disent « Oui, mais vous n'avez pas des produits financiers qui permettent dernièrement d'investir sur l'immobilier ?» D'où les SCPI. Donc c'est ça qui est assez drôle. Et qui rentre quand même dans l'assiette, mais parce que les Français sont très attachés à la pierre. Exactement, oui. Merci beaucoup, Madame Rasseur, pour tous vos conseils. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour être prévenu des prochaines émissions. Et je vous dis à très bientôt pour réussir ensemble vos projets immobiliers rentables. Au revoir.